Bonjour à tous, j'espère que vous êtes toutes bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un update lecture. Ça fait pas longtemps que j'en vous en ai fait sur la chaîne, mais j'ai quand même plutôt bien lu et donc forcément j'ai des livres à vous présenter. Dont un coup de cœur, une déception, puis deux livres que j'ai bien aimés. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre qui me tombe sous la main, c'est La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais pas très loin. C'est une découverte de l'autrice avec ce roman et je suis très contente de l'avoir découverte parce que j'ai vraiment accroché à sa plume qui est, je trouve, très entraînante. L'histoire était un peu compliquée par moments, c'était un peu rocambolesque, un peu dur à suivre, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur parce que ça sort un peu du récit par moments parce que t'es en mode de, je comprends plus de quoi on parle, pourquoi, à quoi vous faites allusion là. Donc c'était un peu dommage, mais pour autant j'ai quand même réussi à m'accrocher au roman, ça m'a pas totalement sorti non plus, puisque j'y suis retournée en fait. Donc oui, vraiment très bonne découverte de cette autrice, et du coup j'ai très hâte de sortir la saga des 7 sœurs de ma pile à lire, puisque j'ai le tome 1, en espérant que la plume soit aussi bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire le résumé, donc le voici maintenant. Dans ce roman, on suit notre héroïne qui est une journaliste de la presse à scandale au départ du roman, qui va couvrir en fait les funérailles d'un célèbre acteur, que tout le monde connaît, qui est vraiment ultra célèbre. Et à ces funérailles, elle va tomber sur une vieille dame qui va faire un malaise. Elle va forcément l'aider à rentrer chez elle, parce que elle a un peu pitié d'elle. Et cette vieille dame va mourir dans des circonstances très étranges, je crois que c'est le lendemain ou quelques jours plus tard. Et elle va faire parvenir une lettre à cette journaliste disant surtout gardez-la secret. Non, justement, pardon. Jusqu'à maintenant, cette lettre est secrète et il est temps que le monde découvre enfin ce qu'il s'est passé. Et dans cette lettre, en fait, c'est une lettre d'amour qui potentiellement peut déranger, vu ce qu'a l'air de dire la vieille femme. Sauf que notre journaliste, elle ne sait absolument pas à qui adresser la lettre, puisque c'est écrit à un pseudonyme, de qui l'a écrit, pourquoi. Elle n'a pas le contact, ça n'a rien, vu que la personne qui lui a envoyé est décédée entre-temps. Et donc ça aide son enquête pour savoir à quoi correspond cette lettre. Sauf que les services secrets britanniques vont s'en mêler et vouloir récupérer cette lettre aussi. Donc tout va se compliquer. En plus, je vous spoil rien, on nous le dit au début du récit, le meilleur ami de cette journaliste travaille dans les services secrets et donc est mis sur l'affaire et donc va devoir jouer un double jeu. Autant vous dire que les relations vont bien se compliquer et donc c'est en ça que je vous disais que c'était un peu dur à suivre par moment en fait, parce que ça part un peu dans tous les sens. On a beaucoup de personnages qui sont très attachants, hein, mais les relations entre chaque est un peu, je sais pas, c'était compliqué. En plus on nous parle du passé, donc il faut arriver à savoir à quelle époque on parle. Voilà, l'enquête était compliquée. Je crois que vous l'avez compris, ça fait beaucoup de fois que je dis le mot compliqué. Mais au moins vous savez ce que j'en pense. Ensuite, deuxième livre dans la pile, c'est Contes de fées de Stephen King. Je sais pas pourquoi, je suis persuadée de vous l'avoir déjà montré en update lecture, donc potentiellement c'est une redite, je suis désolée mais j'ai rien trouvé sur ma chaîne qui corresponde. Donc au pire, passez ce moment là si vous savez déjà ce que j'en pense, mais c'est une grosse déception pour Contes de fées. C'est-à-dire que, alors pour l'histoire, on suit un petit garçon qui vit avec son père qui est un ancien alcoolique. Entre-temps, il s'est remis d'aplomb. Tout se passe mieux entre eux, mais leur vie est quand même compliquée à deux. En plus, à l'école, je crois que ça se passe pas très bien. Et dans leur quartier, il y a une maison dont tous les enfants ont peur. Apparemment, il y a un chien très méchant qui attaquerait quiconque ose s'approcher. Et il y a un vieux monsieur qui fait peur à tout le monde, qui apparemment sort avec une carabine dès qu'on s'approche un peu trop de sa maison, donc voilà. Donc le petit garçon qui s'appelle Charlie, donc qui a 17 ans quand même, passe devant la maison un jour et il entend la chienne hurler. Mais pas hurler méchamment, hurler à la mort. Et surtout qu'il voit qu'elle a l'air un peu vieille, qu'elle a pas l'air bien
disons, bien hostile. Et donc il se dit c'est quand même bizarre, et puis en se concentrant, il entend des appels à l'aide, et donc il pénètre dans le jardin de la maison et il tombe sur Monsieur Broadwich, son propriétaire, qui en fait s'est cassé la figure et est très très mal en point. Il va donc appeler les secours, et au moment où les secours arrivent et demandent à Monsieur Broadwich on vous emmène, quoi, tout simplement. Lui, il dit non parce que il y a personne pour s'occuper de ma chienne, en fait. Je peux pas la laisser toute seule. Et donc Charlie va avoir un élan de sympathie et lui dire je m'en occupe de votre chienne, allez vous faire soigner. De façon gentille. Et de là, une relation va naître entre Monsieur Broadwich et Charlie. Et entre-temps, la chienne, Radar, elle est très vieille en fait, et elle commence à dépérir tout simplement, et Charlie a du mal à le supporter. Un jour, Monsieur Broadwich va aussi passer l'arme à gauche, parce que il est aussi très vieux, et il va laisser une lettre à Charlie en lui disant voilà, aujourd'hui je t'explique tout. Dans le jardin, il y a un cabanon que je t'ai toujours interdit d'accès. Vas-y, et en fait, dedans, tu vas trouver un puits. Un puits qui relie notre monde à un autre monde qui n'a absolument rien à voir. Et il dit, si tu me crois pas, t'as qu'à ouvrir la porte, tu vas trouver des cafards géants, tu vas vite te rendre compte que ils appartiennent pas à notre monde, ces cafards-là. Et effectivement, Charlie ouvre la porte et voit les cadavres, et donc il y croit, et il voit le puits. Et dans sa lettre, Monsieur Broadwich lui explique qu'en fait, il est beaucoup plus vieux que ce qu'il n'a l'air, parce que dans le monde en question, celui du puits, il y a la possibilité de rajeunir, en fait, grâce à un espèce de tourniquet, il me semble que c'était ça, où en fait, tous ceux qui font des tours avec ce... C'est pas un tourniquet, mais... je sais plus le mot exact, mais tous ceux qui font des tours sur cette chose, en fait, se voient rajeunir. Et il lui dit, voilà comment je suis arrivée à cet âge-là, parce que ça fait quand même des siècles que je vis. Et Charlie, il va pas s'empêcher de penser, mais si ça a marché pour Monsieur Broadwich, ça va sûrement marcher pour la chienne, Radar, pour pas qu'elle meure. Voilà comment Charlie a l'idée de se rendre dans ce monde, d'aller essayer de rendre sa jeunesse à Radar, mais vous vous imaginez bien que pour accéder à ce tourniquet, en fait, il faut traverser le monde qui est un peu hostile, on va dire, sans vous spoiler. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le résumer, je vous en ai déjà dit pas mal, parce que tout simplement, ce que je vous ai dit, ça tient peut-être sur un quart du livre, mais je peux pas vous résumer autrement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est long, c'est très long. C'est-à-dire que toute la première partie, je crois que les 10 premiers chapitres où on parle de la relation avec Monsieur Broadwich, là c'était vraiment hyper entraînant. C'était hyper entraînant. J'ai déroulé les chapitres sans aucun problème, j'avais pas du tout envie de le lâcher. Et j'ai oublié de le préciser, mais c'était une lecture commune, donc j'étais un peu obligée de le lâcher quand même par moment. Et alors, dès qu'il a fallu s'attaquer au milieu, là, ça s'est beaucoup complexifié. Parce que, en fait, toute la partie du voyage de Charlie est très longue, mais alors d'une lenteur, il se passe pas grand chose. On se concentre sur la beauté des paysages, la beauté des relations, la présentation des personnages qu'il va croiser, comment ils sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui, parce que toutes ces petites choses vont nous permettre de comprendre le monde pour arriver à l'action plus tard, donc c'est nécessaire. Mais c'est fait avec une lenteur, j'aurais bien aimé un peu de dynamisme dans l'histoire en fait, parce que je m'endormais dessus carrément à des moments, donc c'était vraiment très dommage. Et quand on arrive à la fin, là pour le coup, alors il y a de l'action à revendre, il n'y a pas de problème, du dynamisme on en a un, mais peut-être un peu trop, parce qu'on a l'impression que tout se passe très vite, un peu trop, et que tout a l'air ultra simple en fait, tout se passe bien, on va dire, sans vous spoiler, mais ça n'avait pas l'air compliqué en fait, ça n'a pas donné cette impression là. Alors le livre en soi est très beau, les thèmes qu'il aborde sont vraiment très bien abordés, donc il y a des thèmes très forts comme le deuil,
la solitude, le harcèlement aussi je crois, l'exclusion, la différence, que des thèmes qui sont très poignants et le tout avec un texte oui très très beau, très contemplatif en fait, mais pour le coup ça m'a pas du tout accroché et c'est une déception puisque j'attendais beaucoup de ce livre en fait. J'ai vu Stephen King, j'ai vu Fantasy, je me suis dit ça peut que marcher, pas trop, pas dans ce roman là en tout cas. Ensuite je passe à ma dernière lecture, donc elle va être fraîche dans ma tête, c'est Le Royaume des damnés, le tome 1 de Kerry Maniscalco, voilà, si je le dis bien c'est mieux, aux éditions de Saxus. Je viens de le terminer et c'est un énorme coup de cœur. Outre la beauté du livre, je l'avais surtout pris parce que il y avait une histoire de fantasy, il y avait une histoire d'amour et je sais pas, le tout m'intriguait, ça avait l'air d'être un trope amour enemy to lovers, pardon, et effectivement c'en est un. Pour vous résumer, on suit Emilia et Victoria qui sont deux jumelles qui sont sorcières, qui apprennent tout de leur grand-mère, qui leur dit en gros vous avez toutes les deux un talisman pour protéger des démons, des mauvaises âmes, surtout ne les rapprochez pas parce que il va y avoir un cataclysme si vous le faites. Et elle les élève en leur inculquant la bonne magie, en leur disant que la magie noire c'est totalement interdit, c'est très très mal, que dans leur monde il y a des démons, il y a aussi ce qu'on appelle des damnés, mais surtout il y a des princes de l'enfer, il y en a 7 ou 8, je ne sais plus, un pour chaque sentiment. Donc vous avez orgueil, colère, envie, enfin ça doit être 7 comme les 7 péchés capitaux. Et vraiment il ne faut absolument pas qu'ils viennent dans notre monde, dans leur monde. Il ne faut surtout pas croiser leur regard, sinon vous êtes foutus, enfin voilà, il faut surtout pas les croire. Et donc elles évoluent dans ce monde-là, en menant leur vie bien tranquille, jusqu'au jour où Emilia en fait va se rendre dans le monastère de sa ville pour, je crois, aider les frères qui sont là-bas. Évidemment qu'ils ne savent pas qu'elle était une sorcière, puisqu'il faut à tout prix cacher ça, parce qu'à l'époque il y a aussi des chasseurs de sorcières. Et elle va tomber sur le cadavre de sa sœur, mais avec un prince de l'enfer qui est en train de lui lécher le sang. C'est pas glorieux. Et qui surtout apparemment a été surpris par sa venue et qui décide de s'enfuir en laissant tomber sa dague. Et Emilia, en s'approchant, va se rendre compte qu'il manque le cœur au cadavre de sa sœur. Et elle va vite faire le rapprochement avec le meurtre de 2 autres jeunes filles qui a eu lieu quelques jours auparavant. Elle se rend compte que en fait il y a un démon qui est en train de tuer des sorcières. Alors c'est soit un démon, soit un chasseur de sorcières. Le choix est compliqué. Et donc elle va essayer de savoir ce qui s'est passé évidemment. Vous doutez bien qu'elle avait le cœur brisé. Et elle tombe sur le journal intime de sa sœur qui était scellé, qu'elle réussit à déceler avec son sang. Et en fait, elle se rend compte que dedans, il y a un sort d'invocation. Et elle se dit pourquoi ma sœur essayait d'invoquer un démon juste avant de mourir, c'est quand même bizarre. Et donc, pour savoir ce qui s'est passé, elle va jeter elle-même ce sort pour sceller un pacte avec ce démon et savoir ce qu'il s'est passé. Il se trouve que quand elle lance ce sort d'invocation, elle ne tombe pas sur un démon... j'allais dire minoritaire, mais un petit démon. Elle tombe sur un prince de l'enfer, carrément, qui n'est autre que colère. Et elle va décider de passer un pacte avec lui. Enfin, du moins, elle le fait pas exprès, puisque en fait, quand elle lance l'invocation, elle utilise une formule en latin qu'elle pensait être pour la protéger. Donc, c'est-à-dire qu'il serait obligé de la protéger contre tout le monde, y compris contre lui-même, donc il ne pourrait pas l'attaquer. Mais en fait, il se trouve que cette formulation est beaucoup plus forte que ce qu'elle pensait, et donc effectivement il est obligé de la protéger, mais elle se retrouve liée par un pacte en fait avec lui. Donc à tout moment il peut apparaître et la défendre, mais il me semble qu'il y a une histoire aussi comme quoi si elle meurt, lui perd ses pouvoirs. Enfin bref. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vous vous doutez bien en lisant le résumé que il y a une histoire de romance Enemy to Lovers, et effectivement il y en a une qui j'ai trouvé très très bien. J'ai eu beaucoup de mal à décrocher de ce roman parce que l'histoire en elle-même est très très forte, très
immersive, on va dire ça comme ça. Et j'avais qu'une envie en fait, c'est de savoir comment ça allait évoluer cette situation-là. J'ai adoré les personnages de Colère et de Emilia. On a des personnages très très forts qui ne font pas dans la demi-mesure en général, et j'ai adoré avoir une héroïne qui n'a pas peur de se salir les mains, enfin plutôt qui n'hésite pas à le faire en fait si elle est obligée de le faire. Ça veut pas dire qu'elle le fait sans réfléchir, au contraire, mais elle est consciente des enjeux et c'est vraiment cool d'avoir une héroïne intelligente mais qui ne s'arrête pas à la frontière du bien en se disant bah non ça c'est mal, je le fais surtout pas, sans se poser plus de questions. Donc ouais, j'ai adoré. Maintenant, on sent que c'est un premier tome, qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'univers qui nous a été décrit. Des loups-garous, des vampires, des sorcières, des damnés, enfin beaucoup de choses. Et j'espère vraiment que dans le tome 2, on va se resservir de ces éléments-là. Parce que dans le tome 1, en fait, on les balançait un peu comme ça et bah on voyait pas trop l'utilité. Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi ils vont servir. Et en plus la fin, vraiment ça nous laisse sur un cliffhanger, je suis en mode je veux la suite. Et heureusement la suite sort très bientôt. Alors à l'heure où cette vidéo sera postée, peut-être qu'elle sera déjà sortie, parce que je crois qu'elle sort le 8 octobre, quelque chose comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai sorti ce livre de ma pile à lire. Maintenant, pour pouvoir savoir si je prenais le relier après ou pas, est-ce que c'est un livre qui va rester dans mes bibliothèques ou pas, je pense que la réponse est oui, clairement. Et enfin, dernier roman dont je voulais vous parler dans cette update lecture, c'est La Chronique des Bridgerton, le tome 1 et 2 de Julia Quinn, aux éditions J'ai lu si je ne me trompe pas. J'ai bien aimé. Pour vous résumer, est-ce que j'ai besoin vraiment de résumer? Parce que La Chronique des Bridgerton, on a quand même beaucoup entendu parler, surtout avec la saison... Je sais pas combien où ils en sont, mais enfin la série Netflix. Si vous voulez un peu de contexte, l'histoire se passe dans l'aristocratie anglaise, si je ne me trompe pas, dans les années 1600, par là. Peut-être pas, peut-être que les années n'ont rien à voir. Mais en tout cas, c'est de l'historique en fait, tout simplement. On suit une famille, les Bridgerton, et donc leurs histoires au sein de l'aristocratie. C'est pas le mot aristocratie, mais j'ai oublié le mot, donc on va s'en contenter. Notamment, en fait, à chaque tome, vous avez une histoire indépendante les unes des autres, mais toujours en fait avec les mêmes personnages. Donc chaque histoire se lie un peu avec les autres. Donc si vous donne une chronologie à la fin, faut s'accrocher, je pense. Parce que là, moi j'ai lu que le tome 1 et 2, et déjà, par moment j'étais perdue en mode mais attends, parce que ça se passe avant l'autre, combien d'années après, etc. Mais c'est pas si compliqué que ça à lire, je vous assure. Donc dans la première histoire, on se concentre sur Daphné, qui est donc... je sais pas si c'est l'aînée ou la deuxième fille. Je crois que c'est l'aînée dans la famille des Bridgerton, qui est une famille assez bien placée, on va dire, et qui rentre dans la saison des flirts, on va appeler ça comme ça, même si c'en est pas, où en fait le but c'est de se trouver un mari. Et donc elle va faire ses débuts à la cour, elle va rentrer pendant cette saison, et en fait ils vont se rendre compte que elle n'attire pas grand monde, qui la déçoit un peu forcément. Et en parallèle de ça, on suit l'histoire de Simon, qui lui est un noble aussi. En parallèle, on suit Simon, qui est un noble qui revient dans la ville. Je sais plus si c'est une ville, enfin... vous comprenez, après s'être absenté pendant de très longues années, parce qu'il avait fui, parce qu'il avait une histoire compliquée dans le passé avec son père. Et il est revenu pour lui dire adieu, plus ou moins, puisque celui dernier est décédé. Et Simon a juré que jamais il ne se marierait, jamais il n'aurait d'enfant, parce qu'il ne veut absolument pas donner son nom à quelqu'un d'autre. Il veut que la lignée s'arrête avec lui, disons pour énerver son père, clairement. Disons que Daphné et Simon vont tomber l'un sur l'autre. Ils vont pas tomber amoureux au premier regard, ça non. Par contre, ils vont décider de faire un espèce de pacte. C'est-à-dire que
comme le seul homme à s'intéresser à Daphné est, disons, pas très très intéressant pour elle, un peu vieux, pas très très beau, pas un très très bon parti, et qu'elle ne veut absolument pas, et que ça s'est plutôt mal fini quand elle lui a dit non. Et que Simon était là au bon moment, il lui dit bah ce qu'on peut faire, c'est former une alliance, c'est-à-dire que on fait semblant d'être potentiellement fiancés, on fait semblant de s'intéresser l'un à l'autre, qu'il y aura potentiellement des fiançailles à la fin, et puis comme ça attirera tous les autres garçons, parce qu'en général les garçons ils veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir ou ce qui est déjà pris, donc vous allez voir ça va marcher, et puis comme ça en échange, comme Daphné s'intéresse à Simon et que du coup c'est un peu comme s'il était pris, ça lui donne une excuse pour repousser toutes les autres femmes en fait, et ne pas s'embêter à dire non et à devoir se justifier à chaque fois. Parce que évidemment personne ne sait qu'il a juré qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, donc personne ne comprend pourquoi il ne veut pas se marier, parce que juste c'est le devoir d'un homme en fait à cette époque-là. Donc ils vont tous les deux s'allier, évidemment. Vous vous doutez bien de la suite, voilà. Donc leur histoire en soi était très bien, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que alors l'ambiance était vraiment bien, les décors sont vraiment magnifiques aussi. Et comme j'avais vu, je crois, le premier épisode de la série, j'arrivais à visualiser en fait tout ce que je lisais, donc ça aidait pas mal. Donc j'ai passé quand même un très bon moment. Maintenant c'est pas un coup de cœur parce que c'est pas le genre d'histoire sur lequel j'ai un coup de cœur. Mais j'ai trouvé que le deuxième histoire, où là du coup on nous parle des possibles fiançailles de son frère, à Daphné, j'ai oublié son prénom, qui correspond à la saison 2 je crois des Chroniques de Bridgerton sur Netflix. Là j'ai trouvé un tout petit peu plus longue, même si j'ai quand même beaucoup aimé les personnages aussi. J'ai même peut-être une petite préférence pour l'héroïne de la deuxième histoire, par rapport à Daphné qui était un peu innocente, un peu jeune en fait, qui connaissait pas grand chose. J'ai eu moins cette impression là avec la deuxième histoire, mais oui, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de dynamisme, si on peut dire ça comme ça, parce que ça reste quand même une fiction historique. Voilà, je comprends pourquoi beaucoup de gens adorent cette saga, parce que c'est un peu une lecture doudou en fait. Quand on est dedans, on n'a pas du tout envie d'en sortir, on est bien dans cet univers là. Ça fait un peu rêver, comme toutes les histoires de bal, ce genre de choses. Gros cliché que je viens de dire là. Bref. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, j'achèterai pas la suite, je pense, parce que voilà pour cet update lecture qui m'a pris un sacré temps à tourner, donc j'espère qu'il va pas durer 1 heure pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si vous les avez lues aussi, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, vous connaissez la chanson. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.